3 ans seulement après sa création, l'ONU montre ses limites et ses difficultés à mettre en place un semblant d'ordre mondial. Son émissaire en Palestine, le comte Folke Bernadotte, chargé de superviser le retrait britannique et la partition du pays, est assassiné par la LEI, le groupe Stern. Après avoir tenté de s'allier avec les nazis et Mussolini, cette organisation fasciste juive est passée sous la coupe du KGB. En se positionnant en défenseur de la liberté des peuples, l'URSS parvient à détourner l'accusation d'impérialisme qui lui pend au nez. Si Yitzhak Shamir n'a jamais été suspecté d'être personnellement un agent du KGB, Nathan Yalin-Mor, son alter ego à la tête de la LEI, qui a participé personnellement à l'attentat, en a été plusieurs fois accusé. Responsable de la réorientation idéologique anti-impérialiste du groupe Stern, il deviendra plus tard l'un des leaders du mouvement pacifiste israélien, quand il devient clair que Moscou soutient la cause palestinienne. À l'époque en tout cas, les terroristes de la LEI sortent de prison 15 jours après l'attentat, bénéficiant d'une étonnante clémence de la part du gouvernement du tout jeune État. Il s'est écoulé moins d'une année depuis le vote de l'ONU acceptant sa création. Un vote surprise, largement motivé par les pérégrinations des réfugiés de l'Exodus montés en épingle dans la presse internationale. Ou trouver un abri sûr pour ces milliers de réfugiés fuyant l'Allemagne et l'Europe centrale où ils avaient vécu l'horreur. « 33 pays approuvent le choix de la Palestine. 13 votent contre pour la plupart des pays arabes et 10 s'abstiennent. L'Afrique est encore colonie française ou britannique. Londres est très opposé au partage de la Palestine, prédisant un chaos sans fin, mais s'abstient. La France est contre, les juifs français étant fort peu sionistes, mais change d'avis et vote pour, au dernier moment. En fait, plus que les États-Unis, c'est surtout l'URSS qui pousse à la fondation d'un État juif, et c'est ce qui va le plus changer entre 1947 et 1948. Les relations du stalinisme et du monde juif ont toujours été compliquées. La plupart des leaders de la Révolution d'octobre étaient juifs, mais Staline ne l'est pas et a construit son pouvoir contre eux. Lorsqu'il signe le pacte Molotov-Ribbentrop avec Hitler, il lui livre même des centaines de juifs allemands qui se sont réfugiés en URSS ou qui étaient restés en Allemagne comme agents soviétiques. Quand Hitler l'attaque, Staline fait volte-face et envoie des émissaires juifs aux Amériques pour solliciter l'aide des milieux juifs, aussitôt accordée. Les monarchies arabes d'alors, très conservatrices, n'ont aucun atome crochu avec l'URSS, tandis que les partis communistes moyen-orientaux sont essentiellement juifs. De plus, le projet sioniste est de fait socialiste. Vu du Kremlin, la création d'Israël paraît le meilleur moyen de mettre un pied en Méditerranée, l'URSS abritant la plus grosse communauté juive du monde. Staline prévoit même d'envoyer en Israël des juifs soviétiques formés par le KGB, d'où ils pourraient ensuite rayonner dans le monde occidental. À l'ONU, Gromyko pousse à la création d'Israël et Moscou est la première capitale à reconnaître le nouvel État. Mais très vite, Staline va changer d'avis. Si les partis communistes piétinent dans le monde musulman, c'est précisément parce qu'ils sont perçus comme juifs, ce qui les coupe de toute assise populaire. Et puis Golda Meir, la mère d'Israël, est nommée ambassadeur auprès du petit père des peuples. Lorsqu'elle inaugure une synagogue à Moscou, des dizaines de milliers de personnes accourent. De même, le bureau des visas de la nouvelle ambassade croule sous les demandes d'immigration. Des centaines de milliers. Pour Staline, c'est un camouflet, et en quelques heures, il retourne sa politique à 180 degrés. KGB et GRU sont purgés de tous leurs cadres juifs, suivis des milieux scientifiques
et des politiques, ouvrant le procès des blouses blanches et la nouvelle vague de procès de Moscou. L'URSS devient l'allié des Arabes contre Israël, tout en préparant le renversement des monarchies pétrolières par les nationalistes. Et tant pis si ceux-ci se sont mouillés jusqu'au cou avec les nazis. À peine rentré d'Europe, le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, prend la tête du Haut Comité arabe palestinien remis en selle par les frères musulmans. Il y prend des positions jusqu'aux boutistes, refusant tout contact avec les émissaires de l'ONU et déclenchant une grève générale à leur arrivée. Il fait venir par dizaines ses anciens amis de Berlin, comme Johann von Leers, Hans Eisele ou Alois Brunner. La plupart se convertissent à l'islam. En Irak, en Syrie, en Égypte, au Yémen, ils organisent les services de sécurité et nourrissent la propagande antisémite.